Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Et je voudrais en particulier remercier les personnalités ici présentes qui, d'ailleurs, pour la plupart, se succéderont à ce pupitre en tant qu'orateurs. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Jean Raquin, qui est le président du musée de l'aviation. Merci, merci M. Raquin. Et à travers lui, l'ensemble des bénévoles. Le général Jean-Pierre Job, qui est notre parrain, qui est voilà, du musée, et je le remercie. Monsieur Laurent Bergely, directeur de l'établissement Airbus Hélicoptères, ici présent. Nous attendons également monsieur Jean-François Biguet, ancien président d'Eurocopter, qui sera là avec nous. Et j'ai vu aussi, où est-il? Monsieur Lamberti, exactement, monsieur Raymond Lamberti, qui était directeur d'établissement, lui aussi, de l'établissement de Marignane. Je salue également la présence de monsieur Roger Solari, qui a été, je crois, directeur d'Ariane Espace, c'est ça, voilà, merci d'être présent. Monsieur Pierre Régis, qui a présidé le directoire de l'aéroport Marseille-Provence, et que nous remercions de sa présence. Monsieur Hubert Fabre, qui représente l'ensemble de la famille Fabre, et que nous remercions chaleureusement de nous faire confiance en nous confiant cet avion. Le général Pierre Réal, qui commande la base aérienne de Salon-de-Provence, c'est ça, et également qui doit diriger l'école de l'air. Voilà. Merci, mon général, d'être présent. Et monsieur le maire, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cette cérémonie que nous allons vivre illustre une fois de plus le caractère historique de la région, dans la petite région du pourtour de l'étang de Berre dans laquelle nous sommes, et en particulier de Saint-Victoré, région historique pour toute l'aviation. Cela confirme, s'il était nécessaire, la légitimité d'un musée de l'aéronautique à Saint-Victoré. Le seul musée de l'aviation de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est ici, à Saint-Victoré. Alors, pour accentuer encore ce caractère éminemment aéronautique, il y a quelques jours, quelques-uns d'entre nous ont eu la chance de participer à ce qu'on appelle communément la journée porte ouverte de l'établissement d'Airbus Hélicoptères. Cette belle entreprise célébrait ses pionniers. Et évidemment, le musée de Saint-Victoré était un peu au centre de cette célébration, avec de nombreux aéronefs qui étaient présentés aux visiteurs par de nombreux bénévoles du musée. Mesdames et messieurs, ils ont accompli une prouesse. En quelques jours, ils ont démonté, remonté, transporté dans un sens, puis dans l'autre, 2 jours et 2 nuits, une grande partie des hélicoptères que vous pouvez admirer aujourd'hui, et cela en quelques jours. Et en plus, en même temps, ils ont installé au plafond de ce hangar le canard d'Henri Fabre pour cette inauguration. C'est une prouesse réellement exceptionnelle et je crois que vous pouvez les applaudir chaleureusement. Alors, je vous parlais des journées portes ouvertes d'Airbus Hélicoptères et dans son discours, je m'en souviens très bien, M. Laurent Bergely nous a rappelé que la raison d'être de cette entreprise était celle d'être les pionniers d'une industrie aérospatiale durable et d'un monde plus sûr et plus uni. C'est ce que vous avez dit. Eh bien, je crois, mesdames et messieurs, que s'il y a bien une chose qui unit les peuples, c'est l'aéronautique. Nous partageons nos pionniers avec le monde entier. Il y avait une exposition qui montrait les pionniers de tous les pays où est implanté Airbus Hélicoptères. Il y avait des Français, évidemment, il y avait des Allemands, il y avait des Espagnols, il y avait même quelques Parisiens. Voilà. C'est tout dire, puisque nous avons un établissement implanté aussi à Paris. Alors, je sors un peu de mon discours préparé, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle qui illustre un peu ce caractère unificateur de l'aéronautique. Vous vous souvenez tous du moment où on a retrouvé la gourmette de Saint-Exupéry, vous vous en souvenez?
À cette époque-là, il y a un groupe de journalistes français, je crois, peut-être pas, mais je pense français, qui se sont mis en tête de retrouver et de retracer les circonstances de la mort de Saint-Exupéry et du moment et comment il a été abattu, puisqu'ils avaient l'endroit où il s'était abattu. Et donc ils sont allés en Allemagne, ils ont analysé, étudié les archives de la Luftwaffe, ils ont évidemment analysé les archives des Alliés, et par un travail extrêmement minutieux, ils ont réussi à retrouver le moment où Saint-Exupéry avait été abattu. Ils ont même retrouvé, parce qu'il était encore vivant, le pilote qui l'avait abattu. Et ils ont filmé le moment où ils sont allés lui dire « C'est vous qui avez abattu Saint-Ex ». Et ce monsieur, ce pilote qui était devenu un vieil homme, s'est mis à pleurer. Et je me suis mis à pleurer avec lui devant la télé parce que j'ai été submergé par l'émotion. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, j'ai eu envie d'être allemand. Bon, ça m'a passé depuis. Mais tout ça pour dire que la réalité de cette aéronautique, le fondement de cette aéronautique, c'est d'unir les peuples. Je crois qu'il est très facile de tracer une frontière sur une carte ou sur le sol. Mais il est très difficile de la tracer dans le ciel. L'aérospatiale, l'aéronautique unit, elle rassemble, et c'est pour ça qu'elle est aussi précieuse. Alors, il y a des défis devant nous. Comme l'ensemble de notre société, l'aéronautique doit être, et elle est en train d'opérer sa révolution décarbonée. Les carburants durables, l'hydrogène, l'électricité sont en train de faire une entrée remarquée dans l'aviation. Et même si cette révolution est inéluctable, et même si cela va très vite, cela prendra encore quelques années. Alors arrêtons de tirer sur l'ambulance, au sens propre, parce que si nous faisons face à des catastrophes climatiques, à des ouragans, à des incendies, à des inondations, sur tous les théâtres, chaque fois qu'il faut porter secours, qu'il faut évacuer des populations, c'est à l'aviation qu'on fait appel. Chaque fois que des secouristes interviennent pour sauver des vies et éteindre des incendies, c'est en hélicoptère, en avion, en hydravion, qu'ils interviennent et sûrement pas en char à voile. Alors, à l'occasion de cette inauguration, nous célébrons la mémoire des pionniers et celle des héros du quotidien qui les ont suivis. Ce musée est désormais placé, on peut dire, sous le patronage d'Henri Fabre, et plus généralement de l'hydraviation, puisque notre emblème, il est juste à côté, l'emblème du musée, l'emblème aéronautique de Saint-Victoré, c'est un Canadair CL-215 Pélican 46, et cet avion, c'est bien un hydravion, monsieur le maire. Il sauve des vies, il protège nos forêts. Alors protégeons notre vision de l'aéronautique avec les jeunes générations. Soyons les gardiens de la mémoire des pionniers et accueillons ici chaque jour des enfants, des scolaires, des universitaires. Nous devons partager avec eux la valeur patrimoniale, industrielle, économique et stratégique de l'aéronautique, en espérant qu'un jour, tous ces jeunes deviennent des ingénieurs, des techniciens, des techniciennes, des pilotes qui relèveront les défis environnementaux de notre temps. Voilà. J'espère avoir réussi à vous persuader, mesdames et messieurs, que ce musée est un outil d'utilité publique. Et je remercie chaleureusement, au passage, monsieur le maire, le conseil départemental, madame Martine Vassal en particulier, de l'avoir cofinancé. Et j'encourage vivement tous les autres acteurs institutionnels, économiques ou industriels à lui emboîter le pas. Je vous remercie. Monsieur Jean Raquin, président du musée de l'aviation de Saint-Victoré. Alors, il va falloir que je lise mon discours aussi, hein. Je ne suis pas aussi brillant qu'Éric. Ces politiques qui sont terribles. Mesdames et messieurs, membres de la famille de M. Henri Fabre et du comité Henri Fabre. En tant que président d'association gérant le musée de l'aviation de Saint-Victoré,
Je tiens d'abord à vous remercier tous de votre présence et de l'honneur que vous nous faites en participant à cette inauguration. Au nom des membres de l'association, je tiens à remercier Madame Dominique Fabre-Guérin et Monsieur Hubert Fabre, ainsi que les membres de leur famille, pour le magnifique cadeau qu'ils nous font au musée en nous confiant la garde du canard. Il sera sans aucun doute une des attractions du musée. D'abord parce qu'il surprend et qu'il est en déphasage total avec le reste de la collection et avec ce que les gens connaissent de l'aviation d'aujourd'hui, mais aussi parce qu'il est chargé d'histoire, d'une incroyable histoire, lointaine dans le temps et proche dans l'espace. Certains d'entre nous ont connu M. Henri Fabre, ou l'ont vu. C'est mon cas, lorsqu'il est venu à l'usine de Marignane assister à une journée porte ouverte dans les années 73-74, je ne me souviens pas exactement, et qu'il avait fait une visite des ateliers où nous étions en train de travailler, accompagnés par les responsables de l'usine de l'époque. Nous avons remonté et installé le canard il y a seulement quelques semaines. Mais déjà, nous pouvons percevoir diverses réactions d'un public émerveillé. Certains connaissent déjà l'appareil et son histoire et nous disent « Ça y est, vous avez réussi à le remonter, il est beau, hein ?» Mais quel courage pour faire voler un truc pareil. D'autres, moins informés, restent carrément bouche bée quand on leur explique de quoi il s'agit et on les sent perturbés en train de calculer 112 ans et il n'y avait pratiquement rien qui avait volé à cette époque. Tout était nouveau et bien sûr, tout était exploit et tout était découverte. Et on leur explique. Vous voyez, il n'y avait pas de commande de vol à l'époque. Le gauchissement se faisait avec les pieds, des poulies, des câbles. La direction se faisait à la main, l'inverse de ce qui se fait maintenant. Et ils nous disent, mais votre truc là, il vole à l'envers. Les ailes sont derrière avec le moteur. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Et même les flotteurs sont à l'envers. Quand on leur explique toutes les recherches et les observations que M. Fabre a dû conduire, tous les tâtonnements pour arriver à décoller de l'eau pour la première fois, et à côté de chez nous, ils sont stupéfaits. Mais quand on participe au remontage de l'appareil, comme cela a été le cas des bénévoles du musée, on est tout aussi stupéfait. Car on se disait, dans quel état est-il? Comment va-t-on arriver à rebrancher tous les câbles? Va-t-on comprendre ce qu'a voulu faire M. Fabre à l'époque? Et dire que lui-même a conçu, fait, manipulé toutes ces pièces, du moins celles d'origine, sachant qu'un certain nombre ont dû être refaites à l'identique? Eh bien si, car tout est finalement extrêmement clair, logique, presque simple, étudié avec les connaissances aéronautiques de l'époque forcément limitées, mais en utilisant les moyens de l'époque, du bois, de la toile, du cuir, du câble, des épissures, mais déjà avec une connaissance fine de la mécanique, comme par exemple l'importance du moment d'inertie d'une section de poutre qui amène à avoir cette construction, vous en voyez un exemple devant vous, élégante et légère des longerons, offrant peu de résistance à l'air, mais beaucoup de résistance mécanique. Et nous pouvons dire, contrairement à ce que nous pensions au début, cela a été un régal. Vraiment, nous nous sommes régalés à remonter cet appareil et nous avons été surpris par la facilité avec laquelle nous avons pu brancher tout cela. Bien sûr, nous avons eu l'aide de quelques-uns qui avaient participé à sa manipulation et qui nous ont aidés à rebrancher les câbles, parce qu'il y en a environ 80. Ce n'est pas rien. On peut retrouver dans son engin l'esprit de cet homme, à l'histoire hors du commun, que l'on découvre également à la lecture de ses souvenirs et des explications qu'il nous a laissées, avec son cheminement intellectuel et concret pour aboutir à ce résultat. Et on reste émerveillé, d'abord par la singularité de cette expérience, par l'enchaînement des circonstances et par l'exploit lui-même. Monsieur Fabre
a côtoyé les grands noms des tout premiers de l'aviation. Wright, Voisin, Blériot, Farman, Ardécon, la famille Séguin, Clément Ader lui-même. Mais on est émerveillé également par l'esprit et le souffle de vie qui se dégage de ces souvenirs. On est frappé par les qualités que l'on perçoit chez l'homme et qui lui ont permis d'arriver à ce résultat. La curiosité quasi scientifique, l'observation des ricochets de galets, du vol des oiseaux, l'honnêteté intellectuelle, tout comprendre vraiment et expérimenter jusqu'à comprendre, l'objectivité, la ténacité, combien de fois a-t-il fallu recommencer en corrigeant l'erreur, la sincérité et la franchise, sans coup tordu, sans calcul, sans prétention, cet esprit de défricheur pour lequel seul compte le progrès et non pas la gloire personnelle, et cet esprit de coopération, d'entraide et de partage. Voir pour cela ses relations avec Voisin, avec Blériot, Farman, et ses réactions face à l'évolution de l'hydravion et de sa formule qui devait être finalement abandonnée. L'humour permanent, M. Fabre était quelqu'un avec beaucoup d'humour, et cette fraîcheur apportée par l'enthousiasme, la modestie, la grande pudeur et la simplicité, l'importance accordée à l'amitié et aux relations familiales. L'homme et son parcours, ses réalisations sont réellement exceptionnelles et finalement si proches de nous. Il nous offre une grande leçon de vie. Nous pouvons être fiers de participer à la conservation du patrimoine qu'il a laissé. Nous tenons encore une fois à remercier les membres de la famille de M. Fabre et qu'il soit assuré que nous ferons tout le nécessaire pour conserver le canard en bon état et pour le présenter tel qu'il le mérite au public. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Voilà, nous accueillons le général Jean-Pierre Job. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs, chers amis et chers membres de la famille Fabre. Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous, comme à chaque fois d'ailleurs. Plaisir de me retrouver au sein d'une assemblée dont beaucoup des hommes et des femmes qui la composent marquent leur intérêt, si ce n'est leur passion, pour tout ce qui touche à l'aviation civile et militaire. Plaisir de participer à la promotion du riche patrimoine aéronautique, matériel et humain de notre région et de la France. Plaisir enfin et surtout de mettre à l'honneur le Marseillais Henri Fabre, ingénieur et aviateur français, qui a fait voler le premier hydravion sur l'étang d'air le 28 mars 1910. À l'époque, on disait hydro-aéroplane. Et quel lieu magnifique que le musée de l'aviation de Saint-Victorin pour un tel hommage. Un musée à taille humaine qui présente une riche collection d'avions et d'hélicoptères. Mais comme j'aime à le dire aux visiteurs des musées consacrés à l'aviation, d'ailleurs ça pourrait s'appliquer à tout musée, il est important de ne pas voir seulement des engins inertes et sans âme. Au contraire, il faut s'imaginer les industriels qui ont cru au développement de l'aviation, les ingénieurs qui ont conçu les plans, les compagnons qui ont construit les machines, les pilotes d'essai qui les ont testés en vol, et enfin, les équipages et les mécaniciens qui les ont fait voler ou continuent à les faire voler, que ce soit au sein des compagnies aériennes, dans les différentes forces aériennes, ou tout simplement en activité de loisirs. Eh bien, je n'hésite pas à dire qu'Henri Fabre était tout cela à la fois. Ingénieur, concepteur d'hydroaéroplanes, constructeur et pilote.
car c'était un pionnier au sens noble du terme. Personne ne l'avait fait avant lui, et comme tous les pionniers, il a mis toutes ses connaissances, son énergie, ses finances, et aussi un peu celle de son père, je l'ai lu, pour faire voler son appareil. Ce n'était pas une entreprise simple. Concevoir et construire un appareil nouveau, alors que l'aviation n'en était qu'à ses balbutiements, était une gageure. Mais Henri Fabre mène à bien son projet. Il réussit à construire son hydravion, désigné Canard en raison de sa forme, mais le plus important reste à faire. Il faut faire voler l'engin. Les pilotes d'essai n'existaient pas à l'époque. Alors Henri Fabre, qui n'était même pas pilote, s'installe sur la poutre centrale de son appareil. Aujourd'hui, tout nous semble simple et évident de faire voler un avion, mais jetez simplement un coup d'œil vers le Canard et regardez bien tout à la fois son apparence frêle, notamment les flotteurs, et la complexité de ses commandes de vol, sans oublier que les moteurs de l'époque n'étaient pas des plus fiables. Alors oui, il a fallu une sacrée dose de courage à Henri Fabre pour s'installer sur la poutre, mettre en route son moteur et se lancer dans les airs en ce 28 mars 1910. Et ce fut une brillante réussite, certes un court vol, confirmé le lendemain par un vol de 6 km sur l'étang de mer. L'hydravion était né grâce à Henri Fabre. Ainsi, c'est grâce à des hommes comme Henri Fabre que l'aviation a pu faire des progrès fulgurants en à peine plus d'un siècle. Il en est de même dans le domaine spatial, prolongement naturel de l'aéronautique, car ce sont des hommes et des femmes de la trempe d'Henri Fabre qui se préparent à une nouvelle conquête de la Lune et dans un avenir proche à celui de Mars. Je ne doute pas que le général Pierre Rial, qui est directeur de l'École de l'Air, je tiens à le saluer, mais qu'il espère bien que l'École de l'Air et de l'Espace fournira quelques candidates ou candidats pour ses futures missions. Certains demandent parfois à quoi tout cela sert. Je réponds toujours en citant une phrase de Konstantin Tsiolkovsky, ingénieur soviétique et père de la cosmonautique moderne. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans son berceau. Cette sentence s'applique bien à Henri Fabre, car il avait dans le sang les gènes de nos glorieux pionniers de l'aviation. Et aujourd'hui, quand nous regardons voler les Canadair au-dessus de l'étang de mer, nous avons la confirmation que c'était aussi un visionnaire. Je remercie donc M. Claude Picirio, maire de Saint-Victorin, tous les bénévoles du musée, ainsi que les intervenants extérieurs. Je ne peux pas les citer tous, ce serait trop lent, mais je citerai M. Pierre Régis, ancien président du directoire de la Société Aéroport Marseille-Provence, qui a facilité les relations entre Saint-Victorin et la famille Fabre. Avec le Canard, ils rendent un bel et bien mérité hommage à Henri Fabre. Merci de votre attention. Nous accueillons M. Laurent Bergely, directeur de l'établissement d'Airbus Helicopters de Marignane. Messieurs, dames, bonjour. Claude, merci une nouvelle fois de me donner l'opportunité de témoigner de ce que je ressens quand je viens dans cet espace. Alors, je ne parlerai pas beaucoup de ce qu'est l'aéronautique. Pour certains, elle est beaucoup plus familière que pour moi. Donc, j'essaierai simplement de relever derrière ce qu'est cet appareil, ce que je crois être important à la fois pour ceux qui ont permis de tracer la voie de l'aéronautique, mais aussi ceux qui devront et qui doivent aujourd'hui en perpétuer un certain nombre de valeurs. Trois mots viennent à l'esprit quand je suis ici. Le premier, et celui-là c'est vraiment le reflet de ce que M. Henri Fabre a réussi à accomplir avec ses premiers vols en 1910, et puis le développement d'un nouvel espace, je dirais, pour
arriver à organiser la mobilité du monde, c'est l'esprit pionnier. On l'a évoqué, pionnier, c'est un exercice qui est un petit peu difficile aujourd'hui dans les configurations des entreprises, que vous savez, extrêmement structurées, extrêmement diversifiées, entre d'un côté des ingénieurs, de l'autre côté des commerçants, et puis de temps en temps des financiers. Ce qui veut dire qu'on a du mal à agglomérer sur peu de personnes la capacité à entreprendre en ayant tous les leviers. Le général l'évoquait à présent, juste il y a quelques minutes, en expliquant que c'était une personne, M. Henri Fabre, qui avait la capacité d'être pilote, la capacité d'être ingénieur, la capacité de décider en toute âme et conscience de ce que pouvait être une ouverture sur des perspectives d'avenir. Cet esprit pionnier, il est important parce qu'il est aussi, sans aucun doute, l'état d'esprit de tous les gens qui travaillent ou qui aident à faire en sorte que ce musée continue à évoluer et se développe. Et Dieu sait que je connais l'initiative de Claude pour faire en sorte qu'il se développe. Le deuxième élément qui vient à mon esprit, c'est patrimoine. Patrimoine au sens où est l'histoire de cette industrie, quelles sont les étapes cruciales qui ont permis de la développer, de l'orienter, de l'adapter à ce qu'était son environnement, et quelle était aussi la charge la charge qui nous incombe, en particulier à moi, mais à beaucoup d'entre vous, pour faire en sorte qu'on soit à la hauteur de ce qu'a été, je dirais, les premières étapes de l'industrie aéronautique. Et donc ça, c'est un autre élément important que de faire en sorte que nous ayons tous la conscience du patrimoine. Et la conscience du patrimoine, aujourd'hui, grâce à Claude, Airbus Hélicoptère peut se permettre d'exposer un certain nombre d'appareils. Tous ne sont pas de chez nous, celui-là encore moins, mais qui montre que 18 hélicoptères, 12 aéronefs, nous démontrent que, bien évidemment, il y a eu des étapes dans la construction de cette industrie. Le troisième élément, il a été évoqué, et il rejoint aussi M. Henri Fabre, c'est l'écosystème. Alors, écosystème, c'est un mot très large, je dirais plutôt un collectif, un état d'esprit qui réunit des gens, tous avec des compétences différentes, et qui font que l'on était capable de développer un collectif, et pas uniquement une entreprise, un territoire ou une personne. Et donc cet écosystème, il est pour moi la raison d'être de ce musée, à côté d'un industriel, avec un certain nombre d'utilisateurs, alors c'est pas péjoratif dans mon terme, mais avec nos armées qui utilisent nos appareils. Il permet de fédérer, il permet de faire grandir le territoire, chacun en apportant sa pierre à l'édifice. Henri Fabre, qui plus est, a la particularité d'avoir donné naissance à un dispositif qui s'appelle Team Henri Fabre, qui est au Floride, qui n'est pas très loin. Désolé, il est à Marignane. Mais globalement, qui nous permet là aussi de mettre à l'épreuve un certain nombre de technologies pour être sûr que demain, on sera en ligne avec ce que sont les attentes de nos clients, militaires et civils, mais aussi avec une réponse adaptée aux attentes de nos concitoyens. Vous savez que les hélicoptères ont la tendance à faire un peu de bruit et à utiliser du kérosène. Donc on travaille pour faire en sorte de réconcilier tout ce que sont les objets dont on a besoin dans notre vie de tous les jours, ou quand il faut sauver des hommes, protéger des hommes, et faire en sorte de relier, ou en tout cas d'être capable d'atteindre n'importe quel point sur la planète. L'hélico permet ça. Pour autant, il doit se réconcilier au travail à faire en sorte que l'ensemble des contraintes soient adressées. Donc simplement, merci beaucoup à M. Henri Fabre, à ceux qui ont permis d'éclairer la route. Merci à ceux qui continuent à l'entretenir, à la développer. Et merci à toi, Claude, de faire en sorte qu'on puisse relier ces acteurs qui sont des acteurs primordiaux pour le développement du territoire. Merci à tous et très bonne visite. Nous accueillons M. Raymond Lamberti, ancien directeur de l'établissement d'Eurocopter de Marignane. Merci. Vous avez la parole. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Toujours difficile de passer après de brillants orateurs, mais je vais essayer donc de vous raconter mon histoire. En 1984, au mois d'avril, je suis nommé à la direction des activités prototypes d'aérospatiale. Et là, j'ai un chef d'atelier qui s'appelle Claude Pisserrier. Alors, je dois avouer que j'y connaissais rien parce que je sortais de mon bureau d'études confiné pour entrer dans un monde industriel
lequel je n'ai pas une grande compétence. Et j'ai donc rencontré quelqu'un, compétent, qui savait exactement ce qu'il faisait, rigoureux, envers lui-même et envers son personnel, mais aussi protecteur du personnel et qui, de temps en temps, assumait toutes les malfaçons, disons, temporaires que l'on pouvait avoir, et qui, tous les soirs, faisait le tour des chantiers et faisait en sorte que le personnel range tous les outils dans la caisse et vérifiait que la caisse à clous était pleine. Et alors je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et il me dit, chef, s'il oublie une clé à molette, alors les clés à molette, ça n'existe pas dans l'aéronautique, mais je vois Laurent qui se parle, mais il y a une clé à torquer dans l'avion, une commande de vol pourra se bloquer et on peut avoir un accident. Et donc ceci explique cela, et j'ai retrouvé donc Claude, en tant que maire, qui applique exactement les mêmes règles de sécurité, de rigueur, que ce qu'il appliquait dans l'aéronautique. Et je crois que la ville qu'il vous a construite, pas construite, mais qu'il a réalisée, est à l'image de ce qu'il savait faire dans l'aéronautique. Et puis, j'ai vaqué à d'autres occupations, et un jour il est venu me voir et il me dit « Je vais faire un musée. Je veux faire un musée de l'aéronautique. Vous n'avez pas été capable, alors tu n'as pas été capable de le faire pendant que tu étais en activité. Ce que tu as fait, c'est des embryons, parce qu'on avait créé un vaste hangar dans lequel on mettait nos réalisations, mais c'était difficile de stocker les appareils, donc ce n'était que des réalisations ponctuelles. Et il me dit, je vais créer donc quelque chose. Et je lui ai répondu, mais si tu le fais, je sors de l'usine tout ce qui n'est pas utile à notre activité, mais qui est notre passé, nos compétences, c'est-à-dire ce qui reflète tout ça, et je te le donnerai pour que tu le mettes au musée. Et puis je me disais en moi-même, bon, il le dit, difficile à faire, un musée ça ne se fait pas comme ça, il y a des bâtiments. Et puis un jour il est venu me trouver, il me dit, ça y est, j'ai un bâtiment, tout petit au début d'ailleurs, trop petit. Et ça nous arrangeait parce qu'on voulait déménager, et on lui a donc donné tout ce que vous avez là, dans les boîtes de transmission, des rotors, des pales, enfin tout ce qui en gros n'était pas utile. Et puis je lui ai dit, Claude, si tu fais un hangar un peu plus grand, on te donnera aussi des avions, des protos. On ne te les donnera pas, on te les transférera chez toi, tu me les garderas. Et alors là, j'avais dit ce qu'il ne fallait pas, j'ai été harcelé. Il m'a dit, tu comprends, on va partir, il faut me les garder, ne les envoie pas ailleurs. Et au fur et à mesure où il bâtissait, on remplissait le hangar des appareils que nous voulions vider de chez nous pour les mettre chez nous. Et je crois que, et puis c'était pas que ça, oui mais tu comprends, je ne sais pas comment faire pour les remonter. Ah, alors on essayait de trouver des bénévoles de l'entreprise qui venaient le samedi travailler et qui d'ailleurs, je les remercie, sont toujours là et continuent à assurer un bénévolat efficace puisque c'est eux qui entretiennent les appareils. Il y en a même qui te fabriquent des pièces maintenant en 3D. Et puis on a continué comme ça, longtemps, et j'ai quitté l'entreprise. Pendant les quelques années, avant donc que Laurent Bergely vienne me remplace, j'ai œuvré à ce que les directeurs en place continuent à l'aider à alimenter. Et j'ai même, ayant été pendant quelques temps président de l'aéroclub, je lui ai même transféré le rallye. Alors celui-là j'y tenais parce que c'est celui sur lequel j'avais passé mes brevets de pilote, et puis un PA32 je crois, qui sont installés, et il y a bien d'autres choses que je lui ai données. Donc je crois que sa ténacité, j'allais presque dire sa pugnacité, l'a amené à faire ce qui est là. Et ce que je trouve aujourd'hui extraordinaire, c'est ça. C'est qu'il est arrivé à réunir dans ce hangar, enfin dans ce musée maintenant, de l'aéronautique ou de l'aviation, le premier appareil qui a volé chez nous dans la région, et qui était donc un hydralion, qui est donc le premier, et il a de l'autre côté, il est arrivé à récupérer le dernier appareil
donc en technologie nouvelle, qui est le X-Cube, qui est un hybride avion-hélico. Et je crois que tout ça fait qu'en définitive, il a réuni une tranche d'aéronautique extraordinaire. Je souhaite donc, Claude, et j'espère que mes successeurs continueront, mais c'est bien parti, continueront à te transférer tous les appareils que nous n'utilisons plus et qui sont des appareils nécessaires à assurer le patrimoine d'abord de l'aéronautique, mais aussi à assurer le passé et permettre aux jeunes de savoir ce que c'est et donner des vocations. Donc, je te remercie au titre, j'allais dire, de l'aérospatiale, de son aviation, d'Airbus hélicoptère, et puis aussi de Rocketer, pour ce que tu as fait. Et je te remercie aussi, tous les bénévoles anciens de l'entreprise qui sont venus travailler ici pour t'aider à construire ce magnifique musée. Donc, bon courage, continue à être tenace, sache que je continuerai à t'aider, sache aussi, je l'espère, que mes successeurs feront pareil et que tu pourras continuer. Alors si tu dois grandir, je ne sais pas vers où tu vas aller, mais tu es plein de ressources, à mon avis, tu bâtiras un nouveau bâtiment pour mettre les nouvelles machines que l'on a. Il n'y en a qu'un que je te donnerai à la fin, c'est celui qui orne le mur d'entrée de l'usine, qui est un appareil prototype qui a volé, mais qui n'existe pas en réalité. Parce qu'on l'avait fabriqué un peu en perruque, et puis on n'a jamais industrialisé. Et comme je l'ai racheté, il est à moi, donc celui-là, je te l'offrirai. Merci, je vous demande donc d'applaudir Claude et les bénévoles de l'entreprise. Merci, M. Lamberti. Nous accueillons maintenant M. Roger Solari, s'il veut bien nous rejoindre. Donc, M. Roger Solari, ancien directeur d'Ariane Espace. Nous prenons de la hauteur. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Il y a déjà eu une belle inauguration il y a quelques temps, et là, pour cet événement, c'est tout à fait remarquable. Je suis aussi très heureux d'être là aujourd'hui parce que ma famille a eu beaucoup de liens avec l'aéronautique de notre belle région. Pour quelques anecdotes, mon grand-père a œuvré à la SNCAS dès l'avant-guerre. Mon oncle Léon, que M. le maire connaît bien, a été citoyen de Saint-Victorin dès son entrée à l'école d'apprentissage de la SNCAS. Et puis son frère, mon père, a eu son brevet de pilote militaire en 1935 à Istres, ce qui n'est pas très loin. Voilà. Eh bien, je dirais que j'ai eu un grand honneur de rencontrer monsieur l'ingénieur Henri Fabre en son temps. Il était l'ami d'un parent de la famille, monsieur Louis Humbert, et cela se passait en 1958 à Carreau. J'avais alors 18 ans, je préparais le concours de l'école de l'air, et je dois vous dire que ce monsieur, grand aussi par la taille, mince, déjà âgé, nous avait raconté avec passion, sans doute pour la xème fois, cet instant magique où, perché sur sa poutre fuselage, comme on le voit ici, avait, après plusieurs remises de gaz, réussi à voir ses flotteurs quitter la surface de l'étang de l'air. C'était quelque chose de fabuleux, c'était un grand événement. Et donc, je dirais que cette maquette qui va être conservée ici, je me suis persuadé avec beaucoup d'attention, accompagnera aussi la mémoire de ce grand homme qui a honoré l'aviation française. Je voulais juste rajouter un petit mot, pour reprendre les termes et les mots du général Job, c'est que peut-être ce musée mériterait d'avoir une petite salle consacrée à l'espace, puisque c'est aussi la continuité. Bien, je vous remercie, monsieur le maire, cher Claude, et longue hommage. Nous accueillons maintenant, si vous le voulez bien, M. Pierre Régis, ancien président du directoire de l'aéroport Marseille-Provence. Vous avez la parole. Monsieur le maire, mon cher Claude, chers amis et cousins de la famille Fabre, en général, messieurs et mesdames les élus, en 1910, après avoir imaginé, conçu, fabriqué et fait voler le premier hydravion au monde, Henri Fabre devenait non seulement un précurseur, aventurier courageux, ingénieux et visionnaire. Cher Claude,
j'oserais aujourd'hui établir le parallèle avec toi. Pour ces mêmes qualités d'entrepreneur, visionnaire et courageux, c'est ta ténacité envers et contre tout qui t'a permis, brique par brique, de construire ce magnifique musée de l'aéronautique. Lorsque tu m'as contacté en 2016, j'ai rapidement compris l'importance que revêtait pour toi le musée et la mémoire d'Henri Fabre avec ce projet de transfert. 2 étapes restaient à franchir, le statut juridique du canard et l'adhésion de la famille Fabre. L'étape juridique fut une formalité, enfin presque. Restait à réunir la 2e condition et donc convaincre l'adhésion de la famille Fabre. L'organisation du centenaire du premier vol en avril 2010, que nous avons organisé sur l'aéroport, m'avait permis de me rapprocher de la famille. Avec Hubert Fabre, Dominique Guérin, Mario Fabre et bien d'autres, nous avons pu nouer des liens de confiance forts. J'ai pu de ce fait endosser ce rôle de caution et de facilitateur dans la rencontre entre les parties, vous et eux. Un nouveau lien de confiance s'établissait, permettant de réunir en toute sérénité et de réussir le transfert du canard. J'ai aimé ce rôle de passeur entre ces 2 volontés qui ne se connaissaient pas et qui partageaient un objectif commun, perpétuer la mémoire d'Henri Fabre et sa géniale invention. Grâce à vous, le canard ne sera plus esselé, suspendu aux poutres de l'aérogare, abandonnant son moto de poussière par la dextérité, le savoir-faire, la passion des bénévoles du musée, la toile, le cuivre, le bois, l'acier du canard ont retrouvé leur lustre d'origine. Pour tout cela, cher Claude, chers cousins et amis de la famille d'Henri Fabre, Hubert et Dominique, chers ingénieurs et techniciens du musée, soyez remerciés. Il me reste à souhaiter longue vie au canard dans son écrin merveilleux. Voilà, nous allons accueillir maintenant un membre de la famille Fabre, monsieur Hubert Fabre. Encore merci de votre présence. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc un petit-fils d'Henri Fabre, parmi une descendance très nombreuse. Je suis ici en tant que représentant de la famille, après avoir fondé le comité Henri Fabre, qui a vu le jour 1 an avant la commémoration du centenaire du premier vol d'Henri Fabre. Ce comité a été créé avec quelques membres de la famille, dont ma sœur Dominique Fabre-Guérin, Mario Fabre, mon cousin Germain, qui malheureusement est absent aujourd'hui après une hospitalisation, donc j'en profite pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et ce comité a été créé pour, en fait, coordonner les différentes actions qui étaient prévues pour la commémoration de ce centenaire, qui s'est déroulée tout autour de l'étang de mer, et plus particulièrement à l'intérieur de l'aéroport de Marseille-Provence, grâce à notre cousin éloigné qui vient de prendre la parole. Je veux citer Pierre-Régis. Donc, ce comité continue à exister et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour continuer à faire vivre l'esprit d'Henri Fabre. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose un petit historique de cet exemplaire qui est au-dessus de vous. Comme un certain nombre d'entre vous doivent le savoir, l'exemplaire que je qualifierais de original entre guillemets, celui sur lequel Henri Fabre décolla le 28 mars 1910, est aujourd'hui au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Cet exemplaire qui est au-dessus de vous est en fait un assemblage de différentes pièces qui
qui ont été récupérés dans un hangar poussiéreux du boulevard Sakakini à Marseille, qui était l'atelier de mon grand-père. Donc, 68 ans après le premier vol, l'une de mes tantes, qui s'est consacrée à rassembler les archives d'Henri Fabre, a eu l'idée de récupérer ces pièces un peu poussiéreuses, éparses et un peu hétéroclites, et en contactant la SNIAS, qui est aujourd'hui Airbus Hélicoptère, a réussi à monter ce projet, donc de faire reconstruire, ou réassembler plus exactement, les pièces qui ont été retrouvées dans ce hangar, et beaucoup plus important et beaucoup plus difficile, de refabriquer, de fabriquer un certain nombre de pièces qui ne faisaient pas partie de ce qui a été retrouvé dans ce hangar. Alors, je ne vous citerai pas toutes les pièces, mais les dérives, les hélices, le siège en osier, les réservoirs en cuivre. Il y a un certain nombre de pièces, et les flotteurs, que vous voyez ici, qui ont été complètement fabriqués de A à Z par une équipe de 25 bénévoles de la SNIAS, dont faisait partie Gérard Martin, qui est ici, Monsieur Raquin, et puis peut-être d'autres personnes que je n'ai pas encore identifiées. Et je pense qu'ils méritent un applaudissement. Je vous propose d'abord de les identifier. Tous ceux qui ont participé à ce travail, j'aimerais qu'ils se lèvent. Donc, oui, lève-toi, bien sûr. Gérard dit-il. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que peut-être M. Raquin a participé peut-être à cette équipe, je ne sais pas. Non, pas directement. Ok. Bon, alors qu'ils en soient remerciés, parce que c'est... Voilà. Alors, il est important aussi de vous souligner la difficulté de cette tâche, parce qu'en fait, en récupérant ces pièces poussiéreuses, il manquait l'essentiel, c'est-à-dire le plan. Aucun plan, malheureusement, n'a été retrouvé 68 ans après. Donc, la personne qui était responsable de ce projet est partie avec un appareil de photo au musée du Bourget et a mitraillé sous tous les angles, à partir bien sûr du sol, l'exemplaire du Bourget. Donc, c'est à partir de ces photos que ces pièces manquantes ont été reconstituées à l'identique, on peut dire. Voilà. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va essayer aussi de... Oui, on va essayer aussi de reconstituer le nombre d'exemplaires qui ont été construits. Et c'est un travail un petit peu difficile, donc... Pour cette reconstitution, j'ai été aidé par Henri Coinant, qui est un célèbre historien de l'aviation. Et d'après lui, donc, il y aurait 6 exemplaires du canard qui ont été reconstruits. Bien sûr, l'exemplaire du musée, l'original, celui à partir duquel Henri Fabre a décollé l'étendard. Une version 2 aurait été détruite par Henri Fabre lui-même en mai 1910 devant le célèbre pilote Paulan. Et ensuite, il y aurait un autre exemplaire qui aurait été détruit en face de Berre en août 1910 par le pilote Ravaud. Enfin, un exemplaire piloté par Bécu se cracha à Monaco en 1911 au cours du premier rassemblement international d'hydravions. Et puis enfin, il y a un exemplaire qui a été vendu à Édouard Badin, qui est un collaborateur d'Henri Fabre, qui lui-même se cracha sur le temps d'Anguin. Donc vous voyez que le métier de pilote est un métier à haut risque, mais quand on se crache sur l'eau, généralement ça fait moins de bobos que de se cracher au sol. Voilà, donc c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles Henri Fabre avait choisi l'hydravion, d'abord parce que
il avait des racines de marin, mais aussi parce qu'il pensait au crash, toujours possible sur ce genre d'engin en bois fragile. Donc, en fait, on sait que ce travail de reconstitution du nombre d'exemplaires construits est difficile, parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a beaucoup de pièces qui ont été cannibalisées d'un exemplaire à l'autre. D'ailleurs, c'est une pratique qui se fait encore dans les musées ici et ailleurs dans l'industrie, sans parler des situations de guerre. Donc, la raison pour laquelle il y a un certain flou sur ce nombre d'exemplaires construits et sur les pièces qui ont été disséminées un peu partout. Toujours est-il que la partie la plus importante était bien sûr le moteur, qui était la partie la plus onéreuse et surtout la plus rare, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de moteurs de ce type disponibles sur le marché, même en mettant beaucoup d'argent. Alors maintenant, je vous propose de nous projeter un peu dans l'avenir, essayer de savoir que va devenir l'hydraviation dans les années qui viennent. Alors, évidemment, c'est un exercice difficile parce que nous savons tous que la Deuxième Guerre mondiale a mis fin à l'essor de l'hydraviation pour des raisons que je ne vais pas développer ici, ce serait trop long. Mais aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur l'avenir des hydravions, en prenant quelques exemples tout à fait récents que j'ai retrouvés dans la presse spécialisée. Je peux, par exemple, vous prendre l'exemple des gros hydravions Hercule, des gros avions américains qui se nomme l'Hercule C-130, qui est un avion de transport de troupes ici. Donc l'armée américaine envisage de transformer ces avions en hydravions amphibies pour envisager des opérations dans le Pacifique. Bien sûr, il s'agit d'ajouter des gros flotteurs, presque des péniches, en dessous de ces gros avions. On peut aussi citer l'exemple de la Chine, qui teste avec succès un énorme hydravion amphibie bombardier d'eau, le AG-600M, dont la capacité de réservoir est équivalent à la double capacité des Canadair actuels. J'aimerais aussi vous faire part de ce que j'ai lu tout dernièrement dans la presse spécialisée. Depuis 4 jours, il y a une liaison qui vient d'être établie entre Washington et New York par une compagnie d'hydraviation qui s'appelle Taiwan Air, à raison de 20 vols par semaine, et entre donc Manhattan et Washington pour un coût de $400. En fait, c'est une somme qui paraît élevée, mais cette ligne commence à avoir beaucoup de succès, parce que bien sûr, comme elle part de la 23e rue à peu près, sur l'East River, ça permet d'épargner bien sûr les embouteillages chronophages, et puis surtout les nombreuses queues, les contrôles dans les aéroports. Donc, cette société se développe, et elle avait déjà établi des vols réguliers entre Boston et Manhattan. Voilà. Mais je pense que l'actualité toute récente nous rappelle à quel point les hydravions pourraient être utiles ou avoir de nouveaux débouchés dans les années qui viennent. Il suffit de se référer aux différents incendies que nous avons malheureusement dû subir dans la région et surtout en Europe, voire même au-delà, bien sûr. Et vous avez sans doute remarqué que beaucoup de dirigeants européens pensent à constituer une flotte qui serait mise en commun, une flotte de Canadair, pour intervenir sur des chantiers, sur des fronts différents, et en même temps pouvoir mettre le maximum de moyens très rapidement sur des incendies énormes comme ceux qu'on a vus dans la Gironde récemment. Voilà, donc
voilà quelques exemples, et je vous épargnerai aussi la longue liste des prototypes et des expériences d'ultra-légers, d'hydravions ultra-légers, qui se développent avec succès, essentiellement aux États-Unis et au Canada, mais également en France. Nous avons une société dans la région d'Annecy qui a un projet qui commence à avoir le jour. Et j'aimerais aussi que Loïc Pochet, s'il est là, parce que je crois qu'il vient de partir. Loïc Pochet n'est pas là. Loïc... Ah si, il est là, voilà, au fond. Loïc Pochet, pour ceux qui ne le connaissent pas, elle travaille depuis quelques années sur un projet d'hydravion léger. Donc il pourrait vous en parler très en détail si vous avez le temps de le voir durant le cocktail pour ceux qui sont intéressés. Voilà, j'en arrive aux remerciements. Donc, je souhaite remercier tout d'abord Pierre Régis, président du directoire de l'aéroport de Marseille-Provence, qui m'a précédé, pour rappeler qu'il a été vraiment la cheville ouvrière de ce transfert du canard vers Saint-Victoré. Enfin, il l'a bien expliqué, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce transfert. Je veux surtout remercier M. Sirio, le maire de Saint-Victoré, et son équipe, en rappelant qu'il y a plus de 5 ans, M. le maire a su convaincre d'abord Pierre Régis, puis ensuite la famille Fabre, de la place plus que justifiée du canard dans ce musée, en fait, parce que ce musée se situe vraiment à quelques encablures de la surface à partir de laquelle Henri Fabre a décollé le 28 mars 1910. Enfin, très important, je veux remercier l'équipe de bénévoles du musée de Saint-Victoré qui a démonté, restauré et enfin remonté avec autant de soin et de passion cet exemplaire du canard pour qu'il soit exposé désormais à la vue des visiteurs de ce musée. Voilà, je pense en avoir fini, mais j'aimerais très globalement terminer par les remerciements à tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont contribué au cours de ces dernières décennies à perpétuer la mémoire d'Henri Fabre en honorant son imagination, son audace, il fallait être audacieux, sa persévérance et surtout son génie. Merci. Alors, avant de passer la parole à vous, mon général, Pierre Réal, et ensuite, pour terminer, à monsieur le maire, je crois que monsieur Jean Requin avait une petite précision à ajouter pour honorer une personne présente ici ce soir, cet après-midi. Oui, excusez-moi. On a évoqué, bien sûr, l'équipe qui a permis de reconstituer cet exemplaire du canard. C'était une équipe diverse de l'usine de Marignane. Mais l'ensemble de cette opération a été rendu possible par l'organisation qui a été mise en place sous la direction du directeur des essais en vol de l'époque de l'aérospatiale, qui était M. Bess. Et il a joué un rôle éminent dans cette reconstitution, car c'est lui qui a réellement décidé de mettre les moyens pour pouvoir la faire. Et il fallait beaucoup de choses. Donc je crois qu'on peut l'applaudir lui aussi. Son fils est présent ici. Je crois qu'il mérite. Xavier est là. Merci, Monsieur le Président, pour cette importante précision. Mon général, Monsieur Pierre Réal, donc commandant la base aérienne de Savon et directeur de l'école de l'air. Sous vos applaudissements. Bien, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mon général, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs les membres de la famille d'Henri Fabre, je suis évidemment très impressionné d'être invité et de passer derrière de telles personnalités. Je suis également très reconnaissant à monsieur le maire de me permettre de faire, d'une part, de découvrir ce magnifique musée,
et puis d'une part de faire ma première intervention en public en tant que directeur général, puisque c'est comme ça qu'on dit, de l'école de l'air et de l'espace et de commandant de la base aérienne 701. Voilà, c'est la première fois que je suis dans cette belle région pour parler en public. Je descends de Paris, je suis désolé, nul n'est parfait. Donc c'est l'occasion de cette journée du patrimoine, c'est évidemment la mise à l'honneur d'un patrimoine commun entre l'armée de l'air et de l'espace et puis ce patrimoine aéronautique. Nous en avons quelques exemplaires à l'école de l'air, mais je dois reconnaître que les exemplaires qui sont exposés ici sont particulièrement impressionnants. Et donc je suis très sensible à cette invitation, encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et beaucoup de reconnaissance pour les bénévoles qui œuvrent pour ce musée, et puis pour les bénévoles que je vois aussi en tenue ici, qui rappellent la mémoire, qui nous rappellent que la tenue est aussi un patrimoine à conserver. Alors, donc on est ici pour cette inauguration particulière du canard. Alors ce canard, qui est au-dessus de nous, qui est si beau, si fragile aussi effectivement, dans sa structure de bois et de toile qui a été rappelée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? 1910, c'est son premier vol. 1969, ça a été rappelé, premier pas de l'homme sur la Lune. 59 ans, moins d'une vie d'homme, entre ce magnifique mais frêle hydravion et une avancée majeure de l'homme, peut-être pas la sortie du berceau qui a été citée tout à l'heure, mais au moins un bébé qui commence à se mettre à quatre pattes et à jeter un œil par-dessus. C'est ça l'histoire, notre histoire récente, elle est là. Elle est dans cette accélération, et l'aviation et l'aérospatiale en sont les témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une part, cette accélération, elle est faite de cycles et d'évolution. Ce n'est pas injure de dire que l'hydraviation, vous l'avez rappelé, a eu un âge d'or, pour le transport des passagers en particulier, tout comme les moteurs à piston, tout comme les ballons dirigeables, les zeppelins. Et que cet âge d'or, alors, il a laissé des traces. On a cité le magnifique Canadair qui est là, et on sait bien tout ce que les Canadair font chaque été pour se battre contre les incendies de forêt. Donc chaque cycle laisse des traces. Je souligne d'ailleurs que le nom de canard est toujours utilisé dans les avions de combat modernes, puisque l'Eurofighter d'Airbus et le Rafale de Dassault, eh bien, sont des chasseurs des avions de combat modernes qui utilisent exactement presque ce legs qu'a laissé l'hydravion d'Henri-Fabre, on appelle ces plans qui sont à l'avant des plans canards. Donc, ces cycles permettent le développement d'un certain nombre de technologies, et puis après, les évolutions font qu'ils disparaissent. Ça a été rappelé en particulier par monsieur le directeur d'Eurocopter. Quels sont les défis de demain pour l'aviation? Il est évident que le développement durable est pour beaucoup, et ça a été là aussi rappelé, mais je voudrais également citer, par exemple, l'essor des drones. Et peut-être, en plus effectivement d'un espace muséal dédié à l'espace, peut-être un espace dédié aux drones verra le jour dans ce musée. Nous avons besoin, et quand je dis nous, je parle, effectivement, pas du tout de manière péjorative, mais je parle de l'utilisateur des technologies aérospatiales que je suis et que je forme à l'école de l'air et de l'espace, mais je parle évidemment aussi pour tous les ingénieurs constructeurs, les industriels, les gens qui font de la réparation de ces matériels. Quels sont les défis de demain pour cette catégorie de gens? La France est une nation d'excellence en la matière, et pour que cette excellence perdure, eh bien, je m'adresse à vous tous parmi vous. Nous avons absolument besoin de jeunes femmes, de jeunes hommes qui viennent s'engager dans ces métiers et qui continuent à croire dans cette excellence. Je sais que ici je prêche des convertis, mais il est évident que tout le patrimoine qui est mis à l'honneur dans ce musée, eh bien, nous aide à construire cette aviation et cette aérospatiale française et européenne de demain. L'accélération dont j'ai parlé tout à l'heure
malheureusement, alors l'aviation, c'est vrai, l'aviation est un grand unificateur des pays. Pour un aéronef, et encore plus pour un satellite, il n'y a pas de frontières. Malheureusement, l'accélération de l'histoire de ces derniers temps, elle a aussi amené son lot d'affrontements, de chocs, de crises. Nous sortons tous d'une crise Covid qui a fait beaucoup de mal, pour le coup, à notre aéronautique. Et puis nous sortons, je ne vais pas revenir sur les grandes crises que nous affrontons en ce moment, avec la crise ukrainienne, mais aussi, pour ceux qui ont eu l'occasion qui s'en souviennent, un conflit meurtrier qui a eu lieu dans le Haut-Karabakh, et où l'aviation, de manière assez dramatique, a été mise à l'honneur. Eh bien, pour affronter tous ces défis, et puis pour la sécurité de notre espace européen et de notre pays, eh bien, l'armée de l'air et de l'espace s'adapte. Et d'ailleurs, je viens de citer armée de l'air et de l'espace. Il y a encore quelques temps, j'aurais juste dit l'armée de l'air. Et ça fait partie de ces grands cycles, de savoir là aussi s'adapter pour la sécurité de notre pays. Notre école de l'air s'est également adaptée, puisque là aussi, ça ne s'appelle plus école de l'air, mais elle s'appelle école de l'air et de l'espace. Pas encore école de l'air, de l'espace et des drones, ça peut devenir. Et dans ces adaptations, pour les comprendre, pour là aussi nous amener toujours une jeunesse qui veuille s'engager et qui veuille servir notre pays, eh bien, j'ai besoin que vous tous compreniez pourquoi ces adaptations se font et pourquoi ces adaptations sont nécessaires. Dans ce contexte, le lien armée-nation que représente votre musée, avec effectivement des appareils civils, mais j'ai pu aussi voir en arrivant des appareils militaires, eh bien ce lien armée-nation, vous contribuez avec ce patrimoine au lien armée-nation, et là aussi je vous en suis très reconnaissant, il est fondamental. Ce lien est fondamental parce que les armées françaises, vous savez, la conscription n'est que suspendue, mais nous n'avons plus maintenant tout ce passage des classes d'âge successives dans les armées, mais nous n'engageons ni des mercenaires, ni des repris de justice. D'autres le font, pas nous. Donc, pour que cet afflux de jeunes vers notre pays et vers la défense de notre pays se poursuive, eh bien là aussi, le rôle de ce genre de musée est tout à fait fondamental. Et donc, soyez-en encore une fois remerciés. Donc, comme je suis conscient aussi du caractère local de notre rassemblement aujourd'hui, évidemment, je voulais avoir une pensée d'une part pour M. Hedge, qui est disparu il n'y a pas très longtemps, et puis une pensée également pour une officier, elle n'était plus élève, de l'école de l'air, qui avait quitté l'école il y a quelques semaines, qui s'appelait la sous-lieutenant Marine Roulière, qui est décédée, elle venait juste de partir, et elle est décédée dans son affectation, elle était sur la base aérienne de Saint-Dizier, mais évidemment l'école de l'air et de l'espace garde toute sa mémoire. Voilà. Je ne vais pas terminer sur cette note triste, donc je remercie encore une fois vous, monsieur le maire, et tous les bénévoles, et tous les membres de l'association qui font vivre ce beau musée. Merci à tous et à très bientôt sur la base aérienne. Monsieur le maire, c'est à votre tour maintenant de venir nous faire une allocution, mais peut-être pourriez-vous être accompagné de l'ensemble des orateurs qui sont intervenus avant vous. Eh bien, écoutez, je les invite à revenir sur l'estrade et pour accompagner Monsieur le maire dans sa conclusion. Donc, si vous voulez bien, messieurs, j'allais dire mesdames et messieurs, non, il n'y a que des messieurs, revenir sur l'estrade. Nous allons... Voilà. Venez. Pardon? Oui, très bref. Messieurs, dames, je pense que je n'ai pas salué tout le monde, mais je vous salue ici sur cette scène et vous dire combien je suis ému et beaucoup d'honneur de vous avoir aujourd'hui encore avec ces personnalités qui sont autour de moi. Alors, j'avais pensé à faire un discours, mais je pense que les discours,
chacun à leur tour ont bien expliqué dans le détail tout ce qui s'est passé depuis l'origine de ce musée avec le canard Henri Fabre et les personnalités qui nous ont aidés à ce que ce canard au-dessus de notre tête, eh bien aujourd'hui, soit définitivement, pratiquement, dans le musée de Saint-Victoré. Alors, je voudrais tout d'abord faire que des remerciements, et ça va aller très vite. Monsieur Rogissard qui est ici, il est par là. Voilà, je vous demande de vous lever, monsieur, parce que c'est grâce à lui, avec sa technique et toute son équipe, qui a pu monter le canard, parce qu'il faut savoir qu'il est très flexible et très cassant. Donc, il a mis tous les moyens nécessaires pour que ce canard soit mis dans de bonnes conditions. Je vous demande de l'applaudir. Alors, toutes les personnes ici présentes, je vais les remercier les unes après les autres très rapidement. Alors, je voudrais déjà remercier M. Léotard, qui représente depuis 28 ans la continuité, la sérénité et la construction de cette belle ville de Saint-Victoré, et en particulier le musée de l'aviation. Donc, au travers de Éric Léotard, mon premier adjoint, je voudrais qu'on applaudisse l'ensemble de mes conseillers municipaux. De la même manière, je voudrais remercier M. Raquin, ici à mes côtés, qui représente les bénévoles qui se sont succédés pendant de très nombreuses années pour qu'aujourd'hui, nous soyons ici réunis pour le canard. Je vous demande d'applaudir M. Raquin et toute son équipe de bénévoles. Je voudrais également remercier du fond du cœur le général Job, qui, à l'époque, nous a fait confiance, parce que c'est un visionnaire. Vous savez, s'il est devenu le patron à une certaine époque de l'armée de l'air, c'est que c'était un visionnaire. Et il a été visionnaire également pour Saint-Victoré. Il nous a fait confiance depuis le début, et depuis, on continue à travailler dans de bonnes conditions. La preuve est qu'il est encore là. Et pour cela, je vous demande de l'applaudir, ainsi que son épouse qui a participé à ce que le général soit auprès de nous. Je voudrais également remercier M. Vergely et M. Lamberti, qui se sont succédés les uns après les autres à ce que ce musée voie le jour. Il faut quand même savoir que, bien sûr, la forte volonté existe au niveau du musée, mais si on n'a pas de partenaire, ben on ne fait pas grand-chose. Et M. Lamberti, en premier, a su également, comme le général Job, nous faire confiance au niveau du musée. Et puis M. Vergely, qui a emboîté le pas avec toutes ses équipes, et notamment lors de la journée porte ouverte, où il y a eu cette collaboration entre le musée de l'aviation de Saint-Victoré et cette belle usine mondiale qui est Airbus Aéronautique. Eh bien, là aussi, je peux vous dire qu'on est sur le bon chemin. Et aujourd'hui, si vous voyez des machines autour de vous, eh bien, je crois qu'il y en a beaucoup qui appartenaient, je dis bien qui appartenaient, parce que maintenant, ça appartient au musée de l'aviation, même si ce n'est pas signé, c'est moral. Donc, je vous demande de les applaudir tous les deux, les uns après les autres. Bravo. Je voudrais également remercier M. Solari. M. Solari, effectivement, il vient de le dire, c'est un ancien d'Ariane Espace, mais qui a eu beaucoup de racines au niveau de Saint-Victoré, puisque son oncle, que j'ai bien connu, a travaillé à Sud Aviation à l'époque. Et M. Solari est un homme de qualité. Ça ne m'étonne pas qu'il ait eu une progression et une importance au niveau d'Ariane Espace, parce que c'est un monsieur de qualité, de cœur et de technique, bien entendu. Donc je vous demande de l'applaudir également. Alors, Pierre Régis. Pierre Régis est un ami sincère, un ami pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et je dirais beaucoup d'amour au niveau de cette personne. Parce que Pierre a également aussi pris en compte Saint-Victoré. Je rappelle que l'aéroport était quand même une entité importante sur le plan régional et que Saint-Victoré n'existait pas quand je suis arrivé. Eh bien, grâce à notre collaboration, à notre amitié,
en notre sympathie mutuelle, on a pu travailler dans de bonnes conditions au niveau de l'aéroport et au niveau de Saint-Victoré. Et la cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs, c'est le canard, parce que vous pensez bien que je ne connaissais pas la famille Fabre, et s'il n'y avait pas eu un intermédiaire comme Pierre, eh bien aujourd'hui, on ne serait pas là. Et je crois que Pierre a su convaincre avec son énergie, avec sa loyauté, avec sa sincérité, pour moi-même, mais pour les bénévoles de ce musée. Donc nous avons le canard aujourd'hui et ça n'a pas été facile de convaincre, je veux dire, il a mis tout son savoir, toute son énergie pour que la famille, d'abord, fasse confiance à Pierre Régis avant de faire confiance au maire de Saint-Victoré. Pour toutes ces raisons, je vous demande de l'applaudir parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le canard est parvenu. Bien entendu, à la famille Fabre et notamment à Hubert Fabre, qui est le fédérateur, je pense, de la famille Fabre, qui a su aussi prendre des risques au niveau de sa famille en disant ben, on va mettre un exemplaire du canard à Saint-Victoré, mais il a fait confiance à Pierre, et puis petit à petit, il a vu qu'à Saint-Victoré, le musée prenait de l'ampleur, du sérieux et du savoir-faire. Donc là aussi, je remercie du fond du cœur M. Hubert Fabre et toute sa famille, bien évidemment. Je vous demande de les applaudir. Et enfin, le général Réal, que je connais très peu, qui m'a fait l'honneur lors de sa prise de fonction à l'école de l'air et de l'espace de m'inviter parmi les personnalités. Et j'ai eu beaucoup d'émotions, il ne le sait pas le général, mais je vais lui dire devant vous, j'ai passé en revue les troupes de l'armée de l'air, caporal-chef moi-même, qui aurait dit qu'un jour, à l'école de l'air, je passe en revue les troupes de l'école de l'air. Mesdames et messieurs, je me demandais si c'était moi qui étais à cette place. Eh bien, oui, c'était moi. Et grâce à cette amitié qui s'est construite, eh bien, aujourd'hui, le général est là pour nous faire l'honneur d'honorer la famille Fabre avec le canard. Et dire combien, personnellement, je suis heureux de l'avoir parce qu'il représente, et il a dit, il représente l'avenir du génie, du savoir-faire français en ce qui concerne les voilures tournantes et les avions. Pour toutes ces raisons, je vous demande de l'applaudir et vive l'armée française. Et enfin, mesdames et messieurs, je terminerai en disant vive Saint-Victoré, vive les ailes françaises, vive le musée de l'aviation et vive la France, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et maintenant, on va se lever pour la Marseillaise. Elle va arriver.
Merci beaucoup.